Bonjour, bienvenue aux interviews de Lisa. Je suis vraiment ravie de vous recevoir, Juliette. Vous avez écrit un livre, entre autres, qui s'appelle « L'échec scolaire n'existe pas ». Voilà, c'est la première fois que je présente un livre et je suis ravie de le présenter parce que ça me touche personnellement et je pense que ça touche beaucoup de personnes. Voilà, merci d'accepter cette interview. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Merci beaucoup. Donc, Juliette Speranza, donc oui, je suis autrice du livre L'échec scolaire n'existe pas et je suis en train de terminer une thèse sur le sujet des normes scolaires et de la neurodiversité. Et c'est aussi le sujet de cet ouvrage. Je suis enseignante en philosophie et j'ai été enseignante à peu près à tous les niveaux, de la maternelle donc à l'université. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, L'échec scolaire n'existe pas ? Alors, beaucoup de choses. Bon, évidemment, il y a eu du vécu personnel en tant qu'élève déjà. Il y a surtout du vécu de parents et il y a ma tentative, après avoir été contractuelle, de devenir enseignante. Donc, j'ai passé le concours de professeur des écoles il y a quelques années. Et j'ai suivi la formation des enseignants. Et là, en fait, il y a quelque chose qui m'a explosé à la figure, en fait. C'est vraiment déjà la manière dont on traitait les enseignants, enfin en l'occurrence les jeunes enseignants, et aussi en fait toute cette absurdité du système qui valorisait la rentabilité, les évaluations. Il y avait une espèce d'obsession pour le cochage de compétences et aucun intérêt pour l'humain, en fait. Moi, ce que je pouvais fournir en tant que travail humain, justement, de m'intéresser à des profils différents ou de passer du temps avec un élève allophone, par exemple, etc. Toutes ces choses-là n'étaient absolument pas valorisées et par contre, il y avait une approche extrêmement administrative de tout ce que je pouvais faire et que j'ai vécu de manière assez violente. Donc voilà, j'ai commencé à mener une réflexion à cette époque-là, donc c'était déjà il y a 8 ans, sur donc, le système scolaire, son intolérance à la diversité. Et je me suis intéressée petit à petit donc, à l'autisme, au TDAH, au potentiel, au 10, à la neurodiversité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément à faire en France sur ce sujet. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre et de me lancer dans une thèse sur ce sujet-là. Et puis depuis, je fais beaucoup d'actions de sensibilisation, de conférences aussi sur ce sujet-là. Et puis j'ai participé aussi à la création d'une association qui s'appelle la Neurodiversité France, donc, qui vise justement à faire connaître la neurodiversité et essayer de faire en sorte qu'elle soit un peu plus respectée dans notre société française. Voilà. Pourquoi c'est important que ce soit respecté, justement ? C'est important parce qu'en fait, la neurodiversité, c'est aussi, au même titre que le genre ou l'origine ethnique, par exemple, c'est aussi un motif de stigmatisation. Alors bon, la neurodiversité, ça désigne l'ensemble des êtres humains, hein, c'est la diversité des intelligences humaines, mais au sein de cette diversité, il y a des profils qui coïncident plus ou moins avec la norme, avec les attentes donc, du système scolaire et de la société en général. Et ces personnes-là, les personnes dont les profils sont les moins compatibles, on va dire, avec les attentes de la société, sont exclues dans tous les domaines et en particulier à l'école. Et donc évidemment, c'est un motif, on va dire, d'exclusion, d'oppression. Le non-respect, l'incompréhension de la neurodiversité conduit à l'école à des situations d'échec scolaire, de harcèlement scolaire, de toutes sortes de malentendus, d'orientations subies, mais aussi plus tard dans le monde du travail, dans le monde dans la vie en général, il y a une vraie exclusion qui se joue par rapport à cette difficulté qu'on a à faire, à comprendre la neurodiversité. Il y a une vraie intolérance par rapport à des comportements différents, à des façons de socialiser différentes, à des façons d'apprendre
différentes et je pense qu'on devrait valoriser au contraire la complémentarité humaine et arrêter d'exiger des gens qui se corrigent tout le temps pour ressembler à ce qu'ils ne sont pas. À la norme. Voilà, à la norme. Et voilà, donc c'est une vraie lutte, c'est un vrai mouvement social, le mouvement pour la reconnaissance de la neurodiversité. C'est pas uniquement une mode ou un vague courant de pensée, c'est vraiment quelque chose de sérieux qu'il faut vraiment prendre en compte parce qu'il y a des injustices et donc il y a des vies qui sont en jeu, puisque parfois on a effectivement des gens qui se suicident par exemple parce qu'ils ont mal vécu leur parcours scolaire ou leur place dans la famille, dans la société, parce qu'ils étaient totalement incompris. Donc je pense qu'il faut prendre soin de cette diversité qui, alors, si on veut être cynique et stratégique, est en plus précieuse au patrimoine humain, puisqu'on sait qu'il y a énormément de personnes qui ont contribué au progrès de l'humanité, qui avaient des profils, alors il ne faut pas faire trop de diagnostics a posteriori, mais qui avaient quand même des profils un peu bizarres, on va dire. Donc je pense que c'est très important de valoriser cette diversité pour assurer une dignité universelle à chaque être humain. Voilà. Et est-ce que vous, votre action, que ce soit dans l'écriture de livres, dans l'association, dans ce que vous faites en tant qu'enseignante, c'est quelque chose qui informe, qui sensibilise, ou il y a quelque chose de concret qui se fait, qui peut aider ou des parents, des personnes atypiques ou des professeurs? Il y a les deux. Alors par contre, ce que je dis souvent, c'est quand même que la sensibilisation et la connaissance de cette neurodiversité, c'est déjà quelque chose d'énorme. Parce que du coup, ça ouvre, ça donne des postures beaucoup plus tolérantes qui vont faire que, même si on se trompe, et de toute façon, c'est rare de ne pas se tromper du tout, mais même si on se trompe, c'est quand même mieux vécu par la personne concernée. Après, dans le champ de l'associatif, donc on est plutôt effectivement sur de la sensibilisation ou de la contestation quand il y a des situations qui nous semblent injustes. Donc j'espère qu'on contribue à faire évoluer les mentalités. Souvent, on a des retours de gens, puisque c'est un sujet qui est quand même assez nouveau. On a des retours de gens qui ne connaissaient pas du tout ce qu'était la neurodiversité, où on a réussi à les sensibiliser, à les mettre dans à leur faire vivre des situations ou comprendre des situations qui sont complexes. Je vais prendre un exemple basique, mais par exemple une personne autiste qui ne va pas supporter certains bruits, on va réussir à leur faire comprendre à quel point ça peut être violent, à quel point ça peut être douloureux, ou faire comprendre quelles peuvent être les difficultés des interactions sociales pour certaines personnes autistes, ou les difficultés que vont avoir certaines personnes 10 dans telle situation face à l'écrit. Donc quand même beaucoup de gens nous disent vous nous aidez à mieux comprendre les choses. Et puis d'un point de vue pratique, dans l'association, il y a divers profils. Donc il y a des enseignants, il y a des professionnels, il y a des gens qui construisent des outils de mise en situation et des outils des supports pour les enseignants. Donc on essaye aussi d'apporter du concret. Et puis moi, en tant qu'enseignante, j'essaye du mieux que je peux. Après, là, actuellement, en plus, je suis avec des grands. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru avant. Mais j'essaye, quand je peux, dans la mesure du possible, de m'adapter au profil que j'ai en face de moi et en tout cas d'inspirer le plus possible de confiance et de montrer aux élèves que je les comprends et que je les respecte, quelles que soient leurs difficultés. Si on lit votre livre, l'échec scolaire n'existe pas, donc on est informé, on est sensibilisé, est-ce que ça peut aider des personnes à trouver des solutions ou des pistes? Alors effectivement, j'ai eu pas mal de retours d'enseignants et de parents qui m'ont dit alors, déjà que ça les aidait à mieux comprendre certaines choses. Et puis le but, effectivement, c'est de voir que on est souvent bloqué par effectivement une méthode. On considère qu'il y a une méthode, une façon de procéder avec les enfants et qu'on est assez vite désemparé en disant mais en fait la méthode ne fonctionne pas, donc c'est lui qui dysfonctionne, et qu'effectivement ce que j'essaie de mettre en avant dans le livre, c'est des manières effectivement de renouer aussi avec les intérêts de l'enfant, d'être soi-même plus tolérant vis-à-vis de petites choses qui finalement ne gênent pas en soi l'apprentissage, mais qui nous semblent étranges. Je peux donner l'exemple aussi d'une maman qui est présidente d'association aussi, avec laquelle j'échange souvent, qui me dit qu'elle a dû faire un énorme travail sur elle-même pour
pour accepter que son enfant fasse ses devoirs à quatre pattes sous la table, parce qu'elle apprenait ses leçons uniquement en étant à quatre pattes sous la table. C'est aussi se dire, bon, bah voilà, il y a ces différences, mon enfant, il apprend de telle manière, mon enfant, il a besoin de faire des pauses toutes les 10 minutes quand il fait ses devoirs. Voilà, il faut que moi-même, je me sorte de mes a priori, du modèle qu'on m'a appris, du modèle que j'ai parfois subi, et que j'accepte qu'il fasse les choses de manière un peu biscornue, un peu bizarrement, de manière aussi changeante, fluctuante, parce que voilà, quand il y a certains profils qui vont être aussi, enfin d'ailleurs c'est tous les enfants, mais qui vont avoir des moments, des pics où ils vont réussir à se mettre au travail ou à coopérer avec l'enseignant. Et puis il y a des moments où ils vont être complètement en retrait, ils vont avoir plus de difficultés. Donc essayer aussi de s'adapter, d'essayer de les comprendre quand ils sont dans ces phases-là. Et le travail d'équipe est très important du coup. Entre les parents, les enseignants, éventuellement les éducateurs, le corps médical. C'est ça qui nous manque aussi souvent, c'est cette cohésion et le fait de travailler ensemble pour le bien-être de l'enfant. J'ai écrit un chapitre justement sur la coéducation. C'est vrai qu'on en souffre beaucoup en France de ce déficit de coéducation, et c'est vrai que s'il n'y a pas de communication entre les enseignants, les parents et tous les professionnels qui sont amenés à s'occuper de l'enfant, on ne peut pas. Alors déjà c'est compliqué de prétendre connaître un enfant et de savoir comment l'accompagner, mais c'est vrai que parfois en plus on a des approches qui se heurtent, qui s'entrechoquent, donc c'est vrai qu'il faut vraiment songer aussi à ça et tendre vers ça autant que faire se peut, autant que les professionnels et les parents l'acceptent, et les enseignants aussi l'acceptent et acceptent de faire un pas vers les autres professions et les parents. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment chouette. Moi, ça me touche beaucoup. L'échec scolaire n'existe pas parce que c'est tellement douloureux pour beaucoup d'enfants, d'adolescents, de jeunes et leurs parents, pour des enseignants aussi, parce que l'échec scolaire, il est quand même pas rare. Il est courant dans notre société, et le fait de dire que ça n'existe pas, qu'il y a des pistes, des choses à faire, je trouve ça très positif et c'est super important. Oui, le but c'est vraiment de retenir effectivement que l'échec scolaire c'est aussi une construction sociale, c'est aussi une construction de l'école, et que effectivement on ne doit pas être réduit à ça non plus. C'est qu'effectivement il faut être optimiste en se disant qu'on peut faire bouger les choses et qu'il y a des initiatives ou des moyens, enfin, voilà, des pistes pour s'en sortir, mais aussi que l'échec scolaire, c'est pas non plus l'échec de notre vie. Et ça, c'est vrai que parfois, c'est difficile de penser comme ça, mais il faut vraiment sortir le poids en fait de cet échec scolaire de nos vies, quoi. Alors, ce qui veut dire, si je vulgarise, c'est qu'on peut se planter à l'école et avoir une belle vie après. Tout à fait. Exactement, c'est génial. Je vous encourage à vous informer, à diffuser autour de vous, sensibiliser. Je vous remontre le livre « L'échec scolaire n'existe pas » par Juliette Speranza. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Beaucoup, Lisa. Au revoir. Au revoir.